Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec mon podcast Connecting Leaders, je pars à la rencontre de leaders RH qui impactent le monde du travail à leur façon, grâce à leur audace ou par leur business. Bonjour, je suis Simonie Devec. Aujourd'hui, des RH externalisés part-time, j'aide les dirigeants et RH à engager et fidéliser les équipes. Comment offrir la meilleure expérience collaborateur où chacun puisse s'épanouir et performer. Vous pouvez soutenir le podcast en mettant 5 étoiles et en laissant un commentaire sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes d'écoute. Belle écoute! Aujourd'hui, je reçois Jessica Jeziri, DRH et CEO de Bloomaze, qui était DRH et Chief People Officer de plusieurs scale-up. Nous avons parlé de l'évolution de la fonction People, RH, de culture d'entreprise en environnement tech, de management, mais aussi des challenges actuels auxquels font face les dirigeants, les founders, mais également la fonction RH. Passionnant. Merci Jessica pour notre échange et belle écoute. Hello Jessica, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Connecting Leaders. Bonjour Simonie. Moi je te connais personnellement et également sur les réseaux sociaux, tu es hyper active dans la communauté RH. Je vais te demander de te présenter, Jessica, sous l'angle que tu souhaites. Alors, je suis Jessica, j'ai 41 ans. Je suis maman d'Andrea qui a 15 mois et d'un chien, Milos, qui est juste à côté de nous, qui a 6 ans. J'ai été DRH pendant plus de 15 ans et depuis 2023, je lance mon activité de conseil RH à temps partagé avec Bloomaze. Alors, dans cet épisode de podcast, on va parler surtout de l'expérience collaborateur sur des boîtes plutôt early stage, parce que je sais que tu as travaillé dans des grosses boîtes aussi. Toi, comment tu définis l'expérience collaborateur? Alors, comment je définis l'expérience collaborateur? En fait, c'est la somme de tout ce que les collaborateurs vivent dès la candidature jusqu'à leur sortie. C'est vraiment ce que l'entreprise met à leur disposition tout au long de ce cycle. Donc, c'est vraiment très, très global. C'est un sujet qu'on ne traite pas du tout avec une seule équipe, mais vraiment avec l'ensemble de l'équipe RH et avec surtout les managers. Du coup, pour toi, ça commence avant le recrutement? Oui, alors ça commence au moment du recrutement sur la marque employeur. Ouais. La marque employeur, on ne peut pas faire vivre une marque employeur sans avoir travaillé sa plateforme de marque et sa proposition de valeur aussi. Un petit peu comme ce qu'on fait en marketing, Oui, si tout je à ne me fait. trompe pas. Mais c'est en fait de se regarder de façon très honnête, qu'est-ce qu'on a à vendre finalement à nos personas, à nos candidats, et sans essayer de dénaturer ou d'essayer de copier aussi ce qui se fait ailleurs ou dénaturer ce qu'on vit en interne. La meilleure des choses, c'est d'être extrêmement honnête sur ce qu'on a à vendre. Si on a envie de faire mieux, faisons mieux, mais avant de le vendre en externe. En tout cas, Ouais. souvent quand on se lance dans des sujets de marque employeur, on travaille avec des focus group en interne, avec des salariés. On peut faire ça même quand on est 15 ou 30, hein, c'est pas du tout un sujet grande boîte. Ouais. Mais effectivement, de prendre les informations directement des salariés, qu'est-ce qu'ils nous disent sur leur expérience, qu'est-ce qu'ils vivent sur la vie au quotidien, sur la façon de manager, sur les avantages, sur le droit à la formation, enfin tout un tas de choses en fait dont ils peuvent bénéficier. Et donc de mettre ça en forme pour le vendre en quelque sorte aux candidats. Récemment, il y a Benebono, par exemple, qui a Oui. fait un super effort là-dessus. Christelle. Christelle Qualifié, Ouais. qu'on salue, qui a fait un super travail de site carrière en interne, exclusivement, avec le travail de l'équipe RH et de l'équipe marketing. Ça, c'est vraiment un grand, grand luxe de pouvoir faire ce travail de façon D'accord. conjointe. Souvent, si on n'a pas ces ressources-là, il faut qu'on aille les chercher en externe avec une agence de marque employeur, par exemple. Les équipes ont travaillé justement pour fournir quelque chose de très complet pour que les candidats soient attirés ou soient rebutés peut-être par ce qui est présenté, c'est-à-dire que peut-être qu'ils peuvent trouver le process trop long, trop compliqué et ne pas forcément postuler, mais en tout cas d'être vraiment au courant de ce pourquoi ils sont venus, ce qu'ils sont venus chercher. Voilà, j'ai apprécié notamment la description du parcours du process de recrutement. Ouais. Ça, c'est un élément hyper essentiel. On a tous été candidats et on a tous vécu ce truc où on voit qu'on nous rajoute des étapes au fur et à mesure. C'est clair. Voilà, au début, il y a Ouais. 3 entretiens, à la fin, on en a 7 et on a un cas d'usage à faire en plus et c'est du travail énorme. Donc, ça veut dire qu'il y a eu ce travail en amont de se dire est-ce que chez nous, notre process, il est égalitaire indépendamment des équipes. Il est le même au sein de toutes les équipes. Voilà un peu le process de base qu'on peut vendre. Ça, c'est super important. Comment se comporter dans un entretien chez Benebono. Alors, on avait fait la même chose chez Ornicar. Pour info, Ah, on avait ok. fait Ouais.
Candidate Handbook. Donc, désolé pour les anglicismes. Oui. C'est mon premier, ça y est. J'ai essayé pendant plusieurs minutes là. C'est pas grave. Aucun Mais on avait fait ça. Et donc, ce qui se passait, c'est que tu allais sur nos sites carrière, tu postulais et le premier contact que tu avais avec nous, c'était tout automatisé. C'était la réception de notre culture book d'abord. Donc ça, c'était la description de la culture chez Ornica. Et quand tu étais invité à ton premier entretien, tu avais un Candidate Handbook. Et ça, c'était vraiment quelques pages pour te présenter un petit peu comment se passaient les entretiens chez nous, quelles méthodes on utilisait pour les entretiens, comment toi, tu pouvais aussi te préparer aux entretiens, super important. Et pour nous, c'était un effort qu'on avait fait, qu'on trouvait vraiment important et on le devait à nos candidats. Et en échange, c'est vrai que ça nous permettait de faire un très bon filtre aussi, parce que voilà, les candidats qui n'avaient pas trop fait l'effort ni de le lire, ni d'en prendre connaissance, ça pouvait être un deal breaker pour nous. Et du coup, aujourd'hui, donc on est en 2023, de ce que tu vois, qu'est-ce que les candidats valorisent, justement? Les collaborateurs même, je dirais. Alors, on parle vraiment de milieu tech, Ouais. qui est mon champ d'expertise, on va dire. Pour moi, c'est beaucoup de flexibilité, beaucoup de confiance sur tous les aspects, mais notamment le sujet du lieu de travail. Donc, la flexibilité du lieu de travail. C'est vrai qu'on est dans un monde post-pandémie où, pendant la pandémie, on a autorisé énormément de choses. On a été obligé de travailler de chez nous. Certains se sont mis à apprécier d'être digital nomade, par exemple, etc. Et on s'est posé beaucoup de questions en tant que RH. On a fait beaucoup de politique pour traiter ces sujets. Et aujourd'hui, il y a la tendance du RTO, du Return to Office, qui est en train de prendre de l'ampleur. Et ça ne convient pas du tout, à mon sens, aux candidats et aux salariés. Donc, ça se voit dans les enquêtes NPS, notamment. Donc, le Net Promoter Score, c'est donc la mesure dans l'engagement des salariés. Ça se voit dans le turnover, donc l'attrition. Ça se voit dans la capacité à attirer des candidats. Pour l'anecdote, alors ça date de 2021, mais lorsqu'on recrutait pour Ornica Assurance, la première question que nous posaient les candidats sur un poste de conseiller de clientèle, où on allait recruter des gens, par exemple, conseiller de clientèle en banque, etc. La première question, c'était: quelle est votre politique de télétravail? Et ça a vraiment changé. Pour moi, avant, ça ne se demandait pas, c'était à la fin, c'était un peu dans les bénéfices, et c'était devenu un truc incontournable. Et on était, je dis ça, fin 2021, donc c'était après les confinements, etc. Donc on avait un peu arrêté, on revenait tout doucement. Ouais. Et nous, on était très avancés là-dessus, donc on pouvait se permettre de dire oui, on peut vous offrir de la flexibilité. Aujourd'hui, c'est le RH en général, on va dire le DRH, qui orchestre tout ça, on va dire. Avec tous ces changements, toutes ces crises, selon toi, donc, le rôle du DRH a évolué? Dans quel sens? Alors, De ta énormément. fenêtre? Ouais, c'est clair. En fait, on est très nombreux à faire le constat qu'on nous a demandé ces dernières années, dans notre secteur, en tout cas de la tech. Je pense aussi, dans d'autres secteurs, ils ont vécu un peu ces multicasquettes très lourdes à porter, où on a été responsable hygiène et sécurité, on a été responsable de mettre en place des politiques de télétravail suffisamment attractives, responsable marque employeur, responsable recrutement avec des engagements très très forts de forte croissance, où c'était pas forcément très structuré. Et depuis, il y a eu fin 2022 avec les aspects plutôt de réduction des effectifs. Je sais pas s'il a forcément changé, parce qu'il y avait toujours eu ces différentes missions, mais elles n'étaient pas aussi marquées. En général, on avait un rôle un peu plus équilibré, en tout cas, sur les différents sujets. Et là, il y a eu vraiment énormément. On nous a demandé beaucoup de revirements, avec aussi un manque de moyens assez évident, ce qui fait qu'énormément de gens se tournent vers le freelancing. Ouais. Pour faire le lien avec ma nouvelle activité. Oui, on va en parler après. Non, mais je pense qu'il y a eu une énorme fatigue. Et récemment, quelqu'un que j'admire beaucoup, en fait, m'a dit justement, elle a quitté son job de DRH. Elle s'est pris plusieurs mois pour réfléchir. En fait, elle voulait vraiment s'ouvrir les portes de qu'est-ce que je vais faire d'autre. Et il y en a, en fait, qui se sont dit, en fait, je vais faire complètement autre chose. Je vais pourquoi pas lancer un logiciel dans la gestion des carrières. Je vais ouvrir, je pense coach, coach, évidemment. Il y a Alison Eastaway qui est devenue caviste, alors, qui est aussi en train de faire un logiciel, mais elle est quand même devenue caviste. Des carrières assez diverses. Et en fait, cette personne me dit, au final, au bout de 2 mois, j'ai réalisé que j'aimais toujours mon métier. Et j'ai fait le même constat. J'ai pris moins de temps, mais je sais que mon métier, je l'aime toujours. Je veux juste le faire différemment. Et ça, c'est vraiment une vision qui est partagée par beaucoup de personnes qui ont toujours envie de contribuer au développement des sujets RH dans les entreprises, toujours être aux côtés des dirigeants pour les aider, mais peut-être avec un peu plus avec une date de fin, et avec cette l'ownership liberté aussi. Toujours de l'ownership, mais avec de la distance. De la distance. De la distance par rapport à notre métier, c'est-à-dire que
En fait, quand on est en interne, bon, on nous en demande énormément. On rentre un petit peu dans la vie des gens, si je peux me permettre. Et c'est assez dur émotionnellement pour nous aussi, donc les changements de stratégie, etc. Il y a très, très longtemps, j'avais rencontré une CFO part-time, en fait, une directrice financière qui faisait une mission chez nous. Et en fait, elle m'avait dit bah, c'est fantastique parce que je suis là pour vous aider, etc. Mais moi, après, je passe à autre chose, en fait. Et ça, on ne peut pas le faire quand on est en interne. Et on peut beaucoup plus le faire quand on est en externe. Et autre chose, on est là sur une mission, donc soit sur un nombre de jours ou avec une mission Sur un sujet en particulier, sur un un sujet en particulier, projet, exactement. voilà. Et en fait, on est extrêmement plus écouté. Le timing, Ouais. qui a une date de fin, entre guillemets, une Oui. deadline, Ouais. du coup, Alors, on nous ouais. demande aussi du delivery. Donc Évidemment. voilà, donc Ouais, c'est aussi ça va de notre soi. job de cadrer aussi notre intervention et qu'est-ce qu'on va sortir pendant cette mission. Ça, c'est hyper important de prendre ce temps aussi là, puisque parfois on est sur des missions de HR de transition, donc on va dire que c'est du day-to-day en quelque sorte, mais parfois on nous va nous demander de sortir quelque chose. Par exemple, on a travaillé sur un plan de carrière pour l'équipe data pour Pernod Ricard. Bon, bah, il fallait sortir ça dans une trentaine de jours sur une période de 3 mois. Donc, il fallait sortir, il fallait produire. Et donc, mon job aussi maintenant, c'est d'arriver à faire ce cadrage-là en amont. Mais au moins, on a posé les termes, on s'est dit ce qu'on allait faire avec les moyens qu'on allait avoir. Finalement, ça devient une relation commerciale dans cet aspect-là. Mais au moins, il y a, je pense, ce respect mutuel du temps, en fait, Ouais. du temps de chacun. On ne va pas se voir On tous est les efficace, jours, ouais. on est On va efficace, être on sort des efficace. choses. Ouais. Et, Vraiment en mode projet, quoi. en mode projet. Et en fait, là, a priori, on devrait être en train de closer un job sur un sujet people et culture. Donc, notre client nous a missionné là-dessus. Et donc, je trouve ça très intéressant parce qu'il veut prendre quelqu'un en externe pour l'aider sur Sur ça. ce sujet précis. Ouais. Et il a prévu de recruter quelqu'un en CDI, mais là, il a besoin de quelqu'un tout de suite. Il sait que la personne en CDI, il la trouvera dans 6 mois. Donc, prendre quelqu'un de très senior pour l'aider, le conseiller sur 6 mois et puis mettre un peu des choses d'équerre dans la boîte pour que la personne en CDI arrive dans un contexte un peu plus apaisé. Je veux juste revenir sur un point. Tout à l'heure, tu parlais justement de la fatigue des DRH. Est-ce que toi, de par ton expérience, parce que tu as pas mal d'expérience, par rapport à tout ça, est-ce que tu aurais des conseils à donner justement à quelqu'un de peut-être un peu plus jeune ou qui traverse une période difficile? En fait, il faut énormément, on le fait pas assez, il faut vraiment s'appuyer sur notre manager. Donc, quand on est en interne, en tout cas, on a un manager, il faut en parler, il faut dire quand ça va pas et il faut demander de l'aide. Ça, c'est le premier point. On a du mal à le faire. On le fait pas. Et alors, surtout pour nous, RH, on a l'impression qu'on doit donner de l'aide à tout le monde, mais quelles ressources on a, nous? Qui s'occupe des RH? Un jour, quelqu'un m'a dit Toujours ça. pareil, Qui ouais. s'occupe des RH? On ne sait pas. Bah, si, on a un manager. Donc, il faut en parler. On va en parler, ouais. Ça, Personne voilà, plus un, ça, voilà. c'est. Mais ça, c'est important parce que c'est souvent, les gens n'osent pas. Et c'est la meilleure personne pour entendre ça, en fait, et qui doit vous soutenir et qui doit vous aider à prioriser, à décider de ce qu'on fera pas. Et ça, c'est donc mon deuxième conseil. C'est un conseil que me donnait mon ancien chef chez Ornicar, qui disait la stratégie, c'est choisir ce qu'on fera pas. Mais c'est super utile parce que en fait, c'est surtout certainement pas ne rien faire. On était extrêmement ambitieux dans ce qu'on faisait, mais c'est d'être très clair sur ce qu'on va réussir à faire dans le temps imparti avec les ressources données. Et potentiellement, il y aura des choses qu'on va enlever, qu'on va déplacer au trimestre d'après, au semestre d'après, parce que on peut juste pas le faire. Voilà. Ouais. Juste Donc, avoir plutôt- une certaine réalité voilà. des choses finalement. Ce qui me disait toujours, c'était je préfère qu'on ait 3 projets qui soient complétés à 100% que 6 à 50. Pour donner une idée un exemple de ce qui s'est passé tout à l'heure donc dans mon équipe chez Blue Maze, la personne avec laquelle je travaille me dit tiens, à partir de décembre, je vais travailler sur tel sujet, rédiger une politique sur tel sujet. Et en fait, en regardant déjà le reste des sujets qu'on a besoin de tacler, le sujet dont elle parlait, il est certes intéressant, mais il n'est pas du tout attendu par les salariés, ni par la direction. En fait, on peut l'écarter. Il faut réussir et c'est pour ça qu'il faut en parler à son manager, à des références. Et c'est est-ce que le sujet il est critique? Est-ce qu'on a besoin de s'y mettre maintenant parce que ça va nous aider pour plus tard? Donc là, oui, peut-être. Je parle beaucoup de scalabilité de ce qu'on fait aussi. Donc parfois, ça vaut le coup de déprioriser certaines choses et de bosser sur des choses qui vont nous aider parce que c'est scalable. Par exemple, travailler sur une politique de mobilité géographique, parce qu'on a tellement de demandes et on répond au fur et à mesure, et parce qu'on n'a pas de politique, bossons sur la politique. Ouais. Et ensuite, on aura une réponse globale à apporter à tout le monde. Ouais, tout à fait. En RH, on fait beaucoup de micro-tâches comme ça, de réponses à des demandes C'est vrai. individuelles, en fait. Et, Ouais. et on n'a pas assez le réflexe de créer des politiques. Ce qu'on fait un peu plus dans les boîtes américaines, d'ailleurs, et c'est quand même assez utile. Donc, première chose, vraiment, se reporter, s'appuyer sur son manager et demander de l'aide, demander des conseils sur ce qu'on va réussir à faire ou pas. Prioriser les choses. Exactement. etc., ouais. Si le manager, parfois, n'est pas toujours conscient, en fait, de la charge, de la capacité à prendre cette charge,
Ouais, lui faire voir aussi, parfois il peut pas être au courant ou voilà, il a pas la vision, Et un ouais. manager, peut, ne pas avoir l'expertise, de tout son département non plus. Ouais, tout à fait. Par exemple, dans mon ancienne équipe, j'avais beaucoup l'expertise recrutement, j'avais moins l'expertise, learning. Et la personne du learning, j'avais besoin qu'elle me dise ce qui allait être faisable, en fait. J'avais D'accord. besoin qu'elle me nourrisse, en fait, Mmh. et Mmh. j'allais suivre ensuite ses recos. Mais je pouvais pas être le sachant, en fait, sur tous les sujets de mon équipe. Donc aujourd'hui, tu es, DRH de Bluemess, tu me corriges si c'est ouais? Oui, alors j'ai Alors tu as 3 plusieurs casquettes, 3 vas-y casquettes, ouais. raconte-moi! Donc je suis associée, donc c'est-à-dire que je dirige, l'activité, Blue Maze People, donc qui est du conseil, RH, en externe. Je suis également la DRH de Blue Maze, mais c'est un petit peu anecdotique, je dirais, parce que c'est, une entreprise d'une vingtaine de salariés entre, Paris et Ouais, il y a quand même Barcelone. besoin, Donc il y a quand même besoin de il y a RH. des sujets, mais il y a Voilà. toujours besoin de RH, bien sûr, mais c'est clair que, évidemment, comme je suis dans la société, ça serait quand même idiot de ne pas Ouais, utiliser mes donc services. voilà. Du coup, je suis moi-même en mission pour encore, quelques mois. D'accord. J'ai fait des missions toute l'année, donc je suis potentiellement également consultante RH. C'est sans doute une casquette qu'on va abandonner, pour les 6 prochains mois parce qu'il faut que je me Faut concentre que tu sur développes, vraiment, c'est ça? l'activité business. Et donc sur la partie business, en fait, je suis vraiment, j'ai pas trouvé d'autre terme que, subject matter expert, où, je suis présente pour la définition des besoins avec le client. Mmh. Donc nous, on a des recruteurs qu'on appelle des talent and operations managers, qui sont donc des tops. On est ensemble dans le call avec le client. Donc, mais moi, je suis la référente RH finalement, sur les sujets. Donc, je vais aider le client si, par exemple, c'est un dirigeant ou une dirigeante, pour cadrer le besoin, pour poser les questions vraiment plus techniques, ou les questions de Ou soft skills diriger qui sont peut-être, attendues. l'orienter, Voilà, si travailler sur vraiment la besoin, voilà. rédaction de la scorecard. Parfois, on va pouvoir s'appuyer sur mon réseau pour trouver la bonne personne, mais c'est Mmh. pas du tout notre mode opératoire. On Ouais, a des recruteurs qui vont aller sourcer d'accord. avec des méthodes très innovantes. Je suis là aussi pour potentiellement évaluer les compétences des candidats. Donc, c'est un rôle assez transverse. L'autre rôle que j'ai pas encore suffisamment développé, c'est les actions plus marketing, D'accord. donc pour représenter l'activité en externe. Tu es Et en train de travailler aussi, sur ce absolument, le lancement, c'est en janvier. d'accord, OK. Et ensuite, l'animation de la communauté de freelance RH avec lesquels on travaille. Ça, c'est D'accord. aussi la casquette que j'ai pas encore assez portée. Il y a des entreprises qui te contactent, hein. C'est quoi les grosses problématiques? Là, on va parler de la partie conseil Ouais. justement, tous les freelances, la partie, part-time quoi. Ouais, en fait, les cas d'usage, ils sont hyper variés. On va dire le plus commun, c'est le RH de transition. Donc ça, c'est quelque chose qui a toujours existé, hein. C'est pas nouveau comme activité. Nous, ce Donc qu'on c'est quoi? va, C'est du remplacement, par c'est du exemple? Pour remplacement, c'est de les la création de postes, mais c'est souvent sur des besoins assez seniors. Et ce qu'ils vont venir chercher avec nous, c'est une compréhension fine des sujets, et potentiellement aussi mon expertise du secteur tech. Donc, quand ce sont des entrepreneurs de ce milieu-là, mais même pas que, parce que parfois on a des secteurs annexes qui sont intéressés par recruter des personnes peut-être de secteurs, voilà, très agiles, très modernes, très en avance sur certains pour sujets. amener justement cette Voilà, expertise, dans des ouais. milieux un peu plus, pas old school, mais, Un petit peu un plus peu traditionnel. tradi, Ouais, voilà. ouais, Non, mais c'est intéressant parce que, je pense qu'on a aussi à apprendre bien sûr. des boîtes plus traditionnelles, clairement. Ouais. Et donc du coup, de faire se rencontrer, C'est 2 ces 2 mondes un mondes, peu, c'est ouais, ouais. plutôt chouette. Récemment, je pense à un client qui nous disait que son propre milieu était très poussiéreux. C'est lui qui a utilisé le terme. D'accord. Et donc ça l'intéressait d'avoir plutôt quelqu'un issu de monde, style gaming ou logiciel, et qui arrive un petit peu avec un peu plus de D'autres modernité. regards, Ouais. ouais, d'autres méthodes, Ouais, ouais. et avec le risque que justement ça choque un peu justement. Donc c'est notre soin, ça va être vraiment de s'assurer que, les consultants, consultantes arrivent à se mettre au niveau aussi de leurs interlocuteurs, de pas arriver non plus avec des gros sabots en mode: «On a toujours fait comme ça, nous dans la tech on fait comme ça», c'est ce qu'il y a de mieux. Surtout sur les sujets, qui touchent au RH et à la culture, c'est évidemment de s'adapter au contexte dans lequel on est. La mission qu'on a à dérouler, est-ce qu'elle va nous permettre ou pas de tout changer? Et c'est pas forcément ce qu'on attend de nous, hein. Et donc notre proposition, c'est vraiment de se faire accompagner par des anciens, DRH de la tech comme moi, mais d'autres personnes aussi, qui ont une expertise dans des environnements, très challenging, et puis qui peuvent mettre leurs compétences, au service d'autres entreprises, d'autres secteurs aussi, hein. On n'est pas spécialement, uniquement dans la tech. Ça a un peu le vent en poupe, non, en ce moment? Le côté très flexible, Pour les clients, clairement, il y a un besoin certain d'avoir de la compétence, très pointue, très expérimentée, mais pas forcément sur de la durée parce que, en fonction des tailles d'entreprise, des problématiques, on n'a pas forcément besoin de ça sur le long terme. Pour les freelances, il y a une certaine envie de liberté, il y a une certaine envie de choisir ses sujets, de continuer à faire un métier qu'on aime, mais, avec une posture différente, plus externe, avec un regard, voilà, plus extérieur, qui permet
de toujours accompagner des entreprises, mais avec, une posture, plus de coach. On arrive moins à faire ça en interne. Quand on est en CDI, on est un peu, juge et partie quelque part, et quand on est externe, on est un peu plus le coach finalement. On va donner des conseils, et je trouve un truc très intéressant, c'est que, on nous écoute beaucoup plus en externe. Je n'ai pas l'explication de ça, mais en fait, quand on est en prestataire externe pour vraiment aider sur un sujet particulier, donc déjà on a fait le cadrage, hein, on a dit spécifiquement sur quoi on allait intervenir et ce qu'on allait produire aussi, et donc dans ce cadre-là, il y a les attentes sont très claires, le ce qu'on doit livrer, c'est clair aussi, et donc on a envie, je pense que nos clients ont envie d'être très, très efficaces et d'obtenir les résultats, pour lesquels ils ont payé, et donc dans ce cadre-là, on ne déporte pas les projets, on respecte le calendrier et cetera, et donc quelque part, il y a une notion d'efficacité qui nous plaît beaucoup. Et du coup, selon toi, à quel stade, il faut absolument avoir un DRH ou une fonction RH en tout cas? En toute objectivité, et c'est pas du tout, pour mon service à moi nécessairement, mais parce que je pense que, c'est pas forcément, uniquement prendre des gens qui ont 15 ans d'expérience, parce que ça coûte cher aussi. Mais, pour moi, il faut se faire aider sur la fonction RH le plus tôt possible. Dès qu'on a, quelques salariés, on doit se faire aider. On se pose pas la question quand il s'agit de se faire aider sur, le juridique, sur la mise en place, du corporate, sur, la mise en place de la finance. Donc il faut un peu se poser la même question sur les sujets RH. Quelle va être ma politique, de rémunération? Quel va être mon process de recrutement? C'est encore le sujet numéro un qui pose question aux entreprises, c'est comment trouver mes talents et comment les conserver? Alors les RH n'ont pas forcément, la science infuse, mais c'est notre job d'accompagner les entreprises à trouver les solutions, qui sont adaptées, au stade des entreprises, à leur budget et cetera, à leur politique, et donc il y a pas de taille minimum pour moi. Après, faut trouver le bon profil qui matche avec ça, mais récemment, on vient de lancer un projet chez un client, ils sont 30 et ils savent qu'ils vont recruter en CDI quelqu'un. Ils se disent que pour du CDI, finalement, quelqu'un qui a entre 5 et 7 ans d'expérience, ça suffira sans doute. Par contre, là, pour mettre en place les sujets, vraiment, d'un point de vue, stratégique, ils ont fait appel à nous pour, prendre quelqu'un qui est plutôt autour de 15 ans d'expérience, donc quelqu'un qui va être très rapide, dans la prise de fonction. Pour épauler cette personne justement? Alors la personne n'est pas encore recrutée. La personne n'est pas encore recrutée, donc on arrive plutôt pour créer la fonction, faire tout le setup, mettre en place les process, stratégiques, et puis, ce qui va permettre aussi que les choses soient faites. La fonction sera plus en carence, le temps de recruter le RH interne, et ça, c'est intéressant comme approche parce que on a été, toi et moi, des premières RH dans des entreprises. On sait comment ça peut être difficile d'arriver dans un poste avec la fameuse dette RH. On parle beaucoup de dette technique, les techs adorent se dire ça, mais il y a la dette RH, et donc bon, ça demande un certain type de personnalité, je pense, d'avoir envie de s'atteler à ce type de sujet, surtout, bon, moi je l'ai fait à 15, je l'ai aussi fait à 150. 150, d'être la première RH sur 150 avec toutes les problématiques qui vont avec, où tu dois à la fois faire ton propre onboarding, gérer le run, mettre en place des projets, mettre en place des outils et cetera. C'est juste, construire la fusée en plein vol, c'est hyper inconfortable, et je pense que j'ai l'impression, en tout cas de ma fenêtre, que les gens ont plus trop envie de faire ça. En tout cas, pas forcément en CDI. C'est dur de trouver des personnes qui ont les skills. Si tu l'as déjà fait 2-3 fois, il y a des chances que tu aies plus trop envie de le refaire. En revanche, le faire en freelance, d'être vraiment là sur le côté build et ensuite passer le bébé, pourquoi pas? Et ça, en fait, on va pouvoir le faire. Et bah, justement, si tu avais un conseil, à donner, à un dirigeant ou un founder de start-up, scale-up, genre pour offrir une super expérience, collaborateur, ce serait quoi? La flexibilité et l'autonomie. Mais, en fait, je dirais, c'est pas forcément RH, mais c'est, en fait, vraiment s'interroger sur la gouvernance de son entreprise. Comment on prend les décisions dans cette entreprise? Comment on travaille? On parle beaucoup de valeurs, on parle de culture, on parle d'employee value proposition. Alors, ça, c'est important aussi. Mais ce qui va garder les gens engagés, c'est quand ils vont aussi comprendre comment la société, fonctionne, comment l'entreprise fonctionne, et de mon expérience, les entreprises qui étaient, je pense les plus performantes, c'est celles qui avaient réussi en fait à faire comprendre à tout le monde comment les décisions étaient prises au sein de l'entreprise. Et donc ça ne veut pas forcément dire, la collégialité, la full transparence, c'est pas ça, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est, de vraiment, faire de la pédagogie, d'expliquer, à quoi servent chaque instance par exemple, de pas avoir, plein de comités, hyper flous, hyper nébuleux dont on ne sait pas, ce qu'ils font exactement. Notamment nous chez Ornicar, dans l'onboarding en fait, on t'expliquait le how we work. Et c'était vraiment pour expliquer le process de gouvernance à tout le monde. On faisait ça une fois, après on n'en parlait plus, mais c'était, voilà, pour que les gens comprennent,
ce que chacun faisait. C'était vraiment important pour nous de comprendre le principe de l'organisation, qui fait quoi dans l'organisation. Et ça, on peut le faire quand on est 5. Et c'est important de définir ça parce que ça va être très game changer pour les candidats, en fait, que ce soit des candidats, de comité de direction, des candidats, importants dans les premières personnes qu'on recrute, dans une entreprise. Et ils ont besoin de savoir sur quel niveau ils vont impacter la société. Est-ce qu'ils vont aider à prendre les décisions? Est-ce que c'est une entreprise très autocratique? Est-ce que c'est une entreprise où on prend les décisions de façon collégiale? Est-ce que c'est une entreprise libérée? Et c'est bien de se poser la question, en fait. Ça va pas à tout le monde aussi parfois. Absolument, et le recrutement, c'est pas, habiller la mariée comme on dit, c'est être, très transparent sur ce que le candidat va trouver pour qu'il y ait un vrai, match. Et donc les erreurs de recrutement souvent, c'est qu'on n'a pas assez fait l'effort des 2 côtés d'ailleurs. En fait, le candidat vient avec des étoiles dans les yeux, l'employeur, il a un peu survendu quelque chose qu'il est pas capable de délivrer. Moi, un des meilleures choses qui m'est arrivé quand j'ai rejoint Photobox, c'est que, ma future responsable a été, 100 transparente sur l'état du climat social, par exemple. Elle m'a dit, «Ça se passe pas bien. Voilà, c'est compliqué, on a des élus, on a des syndicats et cetera», et moi je connaissais pas ce milieu, je venais pas de là, donc je venais de la tech, c'était plutôt, consensuel. Et elle me dit: C'est très compliqué, c'est 30 de notre temps est dédié à ça. Donc sachez-le, quoi, et donc à prendre ou à laisser. Est-ce que ça allait me plaire ou pas?» Et en l'occurrence, je suis arrivée, assez sereine. Et c'est vrai que c'était très compliqué. On a même eu 2 grèves, mais au moins je suis venue en connaissance de cause et je suis pas venue en pensant que ça allait être tout rose. Et que c'est comme ça qu'on fait les meilleurs recrutements, je pense, en trouvant vraiment la bonne personne, qui est, adaptée à notre situation. Faut pas avoir honte que, par exemple, chez nous, c'est chaotique, on n'est pas encore très structuré, ça va attirer un certain type de personnes. En revanche, chez nous, on est extrêmement structuré, les process de décision, ça passe par un workflow hyper précis. Ça va attirer un autre type de personne qui va vraiment s'épanouir dedans. Quelqu'un qui, est un peu plus électron libre, ça ne lui conviendra pas. Et c'est à mon sens, un effort qui est pas assez bien fait parce qu'on n'ose pas, forcément, on a envie de plaire et on n'ose pas être, vraiment, transparent sur qui on est. Et du coup, toi, question plus perso, Jessica, c'est quoi tes drivers dans ton job de DRH et tes drivers perso qui se rejoignent, je pense? Oui, tout à fait, bah, c'est vrai que ça déborde forcément, hein, le pro et le perso. Je t'ai dit, j'ai fait du droit, initialement, je voulais être avocate en droit pénal. Donc ce qui est très important pour moi, c'est, l'éthique de travail, vraiment de faire les choses avec tout le soin possible, le respect, des droits humains possibles, le respect des règles aussi. On sait, le code du travail, c'est très complexe, et cetera. Parfois, il faut être, pragmatique et essayer de faire les choses, aussi, qui sont adaptées à l'organisation, mais toujours dans le respect de l'éthique. On est des business partners, mais notre rôle, c'est de faire de la pédagogie, et c'est d'assurer que les choses vont bien se passer, notamment en anticipant peut-être certaines situations, compliquées parce qu'on a vu ce qui allait se passer, donc on essaie de mettre en place un peu des garde-fous aussi. Récemment, j'ai travaillé sur, un projet de lanceur d'alerte, un code of conduct, une procédure de plainte. Alors c'est pas des trucs hyper fun, mais en fait, pour le coup, c'est vraiment des super bons messages aux salariés. Bon, ce sont des obligations légales, bien sûr, mais c'est des bons messages aux salariés que ces sujets-là, on les prend au sérieux. On veut que vous puissiez, voilà, déposer des plaintes en toute, sécurité, faire des alertes sur, des malversations et cetera, enfin, ce genre de choses. Et voilà, sans être forcément, une juriste pure, fondamentale et cetera, mais au moins de faire les choses avec de l'éthique, ce certain sens de l'éthique, et c'est ce que je cherche chez les personnes avec lesquelles je travaille. D'une manière générale, après, c'est l'alignement, en fait. C'est trouver de l'alignement. C'est pas forcément du consensus, mais arriver à acter qu'on n'est pas forcément d'accord et comment on va s'engager, le fameux disagree and commit. Comment on va faire pour faire avancer quand même, et trouver l'alignement dans ce qu'on fait, notamment dans son équilibre vie perso, vie pro. Ça, c'est important pour moi, et faire aligner, ses valeurs avec, notre quotidien d'entrepreneur aussi. Récemment, tu as dû voir passer peut-être, le post de Virgile où il explique, Virgile, donc dirigeant de Figures, il explique, il s'est fâché auprès d'un client et il a, lui-même, mis fin au contrat. Enfin, il explique ça, qu'il a considéré que le client ne le traitait pas bien, et donc il n'a pas cherché à renouveler le contrat. Il a dit: «Bah, très bien, ça le contrat va expirer, parce que voilà, vous ne traitez pas bien mon équipe», et pour moi, c'est important. Et je crois qu'on a besoin de cette, en tout cas moi je suis vraiment comme ça que j'ai envie de mener mon business, c'est cette éthique de travail où on se dit, «Est-ce que vous avez envie de travailler avec nous? Et si vous n'avez pas envie, qu'on se le dise vite, mais qu'on n'ait pas l'impression d'être, utilisé par exemple, ou pas respecté». Donc dire non, peut-être que c'est un luxe, c'est vrai, mais je pense qu'on peut nous respecter d'autant plus, de rester droit dans nos bottes et fidèle à nos valeurs plutôt qu'essayer
de tordre, nos pratiques, notre éthique et cetera pour pouvoir gagner un contrat. Donc on peut vous suivre, Bloomess, sur, les réseaux sociaux? Vous avez une page, Oui, LinkedIn? on a une page LinkedIn, on est en train de refaire notre site, bluemess.com, où il y a l'étendue de toutes nos offres. Il sera refait d'ici janvier. Le lancement de Bluemess People, c'est officiellement en janvier. On peut déjà faire appel à nous, bien sûr, puis, pour des missions et sinon sur LinkedIn, effectivement, on a une newsletter qui s'appelle la Bloom Actu, qui est rédigée par Élodie, que je salue, et qui crée beaucoup de contenu, autour des sujets à la fois tech, agilité et RH. Puis vous faites des événements aussi, j'ai vu, je sais pas Et combien on fait la des joie de événements, i absolument. Hier, on a reçu Sandrine Dorb qui est venue faire sa conférence sur la rémunération qui s'appelle, «Et en plus, ils ne disent pas merci» et elle est venue, en fait, enregistrer, sa conférence pour, l'avoir en format vidéo dans nos locaux et donc on a eu le plaisir de l'accueillir, elle et ses clients pour cette conférence et oui, on va faire de plus en plus d'événements et puis on est entouré de c'est un grand terme, mais d'influenceurs, de la sphère RH, qui ont envie de contribuer sur des sujets, sur lesquels, on se pose tous des questions sur la rémunération, mais aussi sur, comment gérer la performance, comment gérer, les parcours de carrière. Ça, c'est le prochain sujet qui arrivera a priori, en janvier. On va un peu produire du contenu autour de ça, pour faire un peu réfléchir tout le monde et apporter aussi notre vision des choses. super. Et donc toi, Jessica, on peut te suivre sur LinkedIn? Sur LinkedIn aussi, on peut me suivre, oui, effectivement. Je réponds pas forcément à tous les messages, je dois dire, en toute, transparence. Non, en fait, je réponds, j'essaye de répondre quand le message, en fait, montre, qu'il peut y avoir un intérêt commun. Mais c'est vrai que je suis pas mal sollicitée pour donner mon avis, notamment sur des logiciels, des produits et cetera. Et ça, c'est vrai que je le fais uniquement quand je suis sollicitée par recommandation. Sinon je peux pas, donner mon temps, à tout le monde. Mais j'accepte tout le monde sur LinkedIn sur le principe, Génial. Bah, effectivement. merci beaucoup, Jessica, et à bientôt. Merci Simone, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Leaders. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcasts. Merci et à très vite.